Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Eh bien le bonsoir à tous mes très chers zouaves et zouavinettes. Nous sommes sur Ruralameur, le podcast du Wargame à l'ancienne. Je suis Brother Maxou, bienvenue dans la rubrique lore et je viens enfin de regagner mon atelier après une semaine de disette. Une semaine à l'issue de laquelle le studio est enfin climatisé. Autant vous dire que en tant que peintre acharné et désormais formateur au Ruralameur Studio, ça va pas mal me changer la vie tout ça. C'était nécessaire. Voilà, c'était clairement l'instant bourgeoisie. Là, j'ai pillé un peu les caisses. J'ai pillé l'argent de côté pour m'offrir ça parce que c'était devenu beaucoup trop indispensable. Et quelle est la première chose que je fais en regagnant cet atelier désormais nimbé d'une fraîcheur délicieuse? Eh bien, je vous enregistre un petit podcast évidemment parce que vous le méritez bien. Et on va s'attaquer à une énième émission qui concerne l'Empire Aeldari, à savoir la fameuse fracture de Biel-Tan. Donc ce sera quelque part, je pense, l'émission un petit peu conclusive d'un cycle Aeldari assez long qui a été étalé cette année. Pour rappel, donc les émissions précédentes, vous avez un faction focus fantastique vaisseau monde qui vous raconte en premier lieu le rapport que j'ai avec cette faction-là. Dans la foulée, nous avions eu un petit codex review un peu mélangé avec un C'est notre projet où là, le but c'était de détailler les différentes idées d'armées les plus excitantes qui peuvent régner dans ce codex Eldar. Et pour finir, un C'est notre projet fou d'Ivren, un super projet Inari qui n'aura aucun mal à faire la liaison avec l'émission d'aujourd'hui où je vous détaille un projet Eldar, et ce projet Eldar c'est le mien, c'est celui que je ne suis pas foutu de commencer. Mais cessez de me troller à ce sujet, je vous prie. Donc voilà, pour le petit rappel des émissions précédentes Eldar, ce ne sont que des émissions très longues, donc enjoy les gars, c'est taillé sur mesure pour vos sessions peinture. Et concernant l'épisode d'aujourd'hui, donc un épisode entièrement consacré au lore, on va se pencher sur cet ouvrage, La fracture de Biel-Tan, qui est le deuxième volet de l'arc narratif Gathering Storm, un arc narratif dont nous avons en long et en large couvert le premier tome, à savoir la chute de Cadia. Cette fois, on change complètement de décor, on oublie complètement Cadia et on va se focus sur des événements qui ont lieu plus ou moins en même temps. Mais cette fois, il n'y aura pas de lecture à étage. Pour la chute de Cadia, je vous avais épluché à la fois un roman et l'ouvrage officiel Gathering Storm. Cette fois, on a juste l'ouvrage officiel Gathering Storm à se mettre sous la dent. D'une part, parce que la littérature Aeldari est plutôt rare, et il faut avouer que ça manque un peu. Ça manque surtout de réédition. Il y a des vieux ouvrages qui étaient tout à fait excellents, qu'on aimerait bien voir de retour sur les rayons. Moi, pour ma part, ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je n'ai pas lu de roman dédié aux Eldar. Et c'est vrai que pour certains d'entre eux, j'attends pas mal de rééditions. Donc, on se focus uniquement sur l'ouvrage Gathering Storm. Et comme vous allez le voir, cet ouvrage, il est amplement suffisant pour vous détailler ce qu'est à la fois la fracture de Biel-Tan, mais surtout l'avènement d'une nouvelle faction, l'avènement des Inari. Et donc, pour commencer, on va replanter un petit peu le contexte. Nous sommes au crépuscule du 41e millénaire. Vous le savez, c'est ambiance fin des temps générale, que ce soit du côté de l'Imperium et même des Xénos, en vérité. Il n'y a que le chaos, quelque part, qui soit en pente ascendante à ce niveau-là de l'histoire. Donc, c'est ambiance fin des temps, c'est un peu ambiance fin du monde générale. Dans la galaxie, les gens viennent d'essuyer la 5e canicule. Non, ça, c'est nous.
Euh, voilà, c'est ambiance fin des temps, mais à vrai dire, ça l'est encore plus pour le peuple Aeldari. Parce que ce peuple Aeldari, en vérité, il est en voie d'extinction depuis 10 000 ans maintenant. Donc 10 000 ans de plus au compteur, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas facilité les choses. On était, il y a 10 000 ans, sur un empire naturellement en déclin. Entre-temps, il y a l'attrition, il y a Iyanden qui s'est fait dévorer par la flotte russe Kraken. Il y a eu plein finalement de catastrophes qui ont encore diminué l'empire Aeldari, donc un empire qui est déjà très diminué en nombre, mais qui est, et j'ai envie de dire surtout, profondément désuni. C'est simple, rares sont finalement les vaisseaux-mondes qui ont des contacts cordiaux avec d'autres peuples des vaisseaux-mondes. Chacun d'entre eux s'est mis dans sa petite bulle. Par exemple, Biel-Tan a lié des liens avec les peuples exodites, enfin du moins ceux qu'il en reste, même s'ils viennent de nous sortir des nouvelles figurines magnifiques. Bref, il y a des petites alliances, mais si vous voulez, dans son tout, l'Empire Eldar, il n'existe même plus. Chacun, finalement, mène sa propre guerre dans son coin. Ultué, en fait, use et abuse de divination pour essayer de modifier la trame du destin pour son peuple, mais j'ai envie de dire, et surtout pour son propre vaisseau-monde. Bref, tout le monde, en fait, fait des doigts d'honneur. Ça va pas. L'Empire, il est désuni. Parce que l'Empire Eldar, en fait, il est en autarcie, quoi. Les gars, faut s'imaginer qu'ils sont seuls sur des vaisseaux-mondes, à des années-lumière l'un de l'autre. Ils nouent, en fait, très, très peu de liens avec des gens issus de la même race qu'eux. Et donc, il y a une espèce d'autarcie. Les mecs, ils vivent cachés. Il y a la peur de Slanesh qui est omniprésente. Voilà, en fait, cet ordre ancien, cet ordre un peu très 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 rigide, entre la voie imposée par la civilisation des vaisseaux-mondes, la fameuse voie Eldar, entre ça, les décisions des conseils des pressions et tout, l'Empire Eldar, il est gouverné de manière très rigide alors qu'il est en pleine extinction. Cet empire, il avait juste besoin d'une petite étincelle et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Une petite étoile enfantée par le chaos, si je m'en réfère à Nietzsche. Donc, pour commencer, à la manœuvre de la naissance de cet arc, on a le bon vieux Eldrad Ultran, donc du vaisseau-monde Ultué, son plus vieux grand prophète. À vrai dire, ses os, ils sont déjà en voie de se cristalliser. Les grands prophètes, vous le savez, ils deviennent des statues à la fin de leur vie et ils continuent d'exister via le circuit d'infinité de leur vaisseau. Mais Eldrad, il est encore vivant et il veut pas lâcher l'affaire. Et ce bon vieux Eldrad, ça fait un moment qu'il perçoit une espèce d'existence latente dans le circuit d'infinité. Vous vous en doutez bien, nous parlons d'Inaed, le dieu des morts. Eldrad, en fait, il va commettre une espèce de sacrilège ultime pour tenter d'éveiller ce dieu des morts. Et donc il va gentiment procéder au vol des statues de grands prophètes fossilisés pour les emmener sur Coeria. Et Coeria, c'est une lune couverte d'une espèce de sable psychoactif, en fait, un terrain quelque part qui propose de nombreuses propriétés psychiques. Donc un sable psychoactif qui va être réactif aux pierres esprits Eldar, aux sorts jetés par les Eldar, vous voyez le délire. Et donc ce sol, il va être à même de canaliser toutes les âmes défuntes des vaisseaux-mondes. Donc, c'est une entreprise un peu en mode guérilla qu'il va mener avec l'alliance du Masque du Chagrin Nocturne, donc une faction à Harlequin à laquelle appartient une Shadowseer dont nous avons déjà entendu parler qui s'appelle Marche-Monde. Nous allons y revenir. Donc, une entreprise très dangereuse en fait et qui est commise par Eldrad qui potentiellement peut s'attirer complètement les foudres de son conseil des pressions, même s'il en est le doyen, il va quand même se faire taper sur les doigts parce que utiliser ces statuts de grands prophètes, c'est
Ouais, c'est un sacrilège ultime, quoi. Les mecs, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là pour certains d'entre eux. Et en fait, leur psyché, leur âme, elle est toujours active. Ils ne sont pas morts, les mecs. Ce sont juste des statues. Mais leur âme est directement reliée au circuit d'infinité. Et ils continuent, en fait, à influer sur le sort des citoyens du vaisseau monde d'Ultwé. Donc, Eldrad, il mène cette entreprise sur le sol de Coeria. Une entreprise qui va être purement avortée par la Death Watch menée par son capitaine Artemis. Si vous vous souvenez bien, il y avait même une petite boîte de jeu qui était sortie à l'époque de la sortie de ces nouvelles figurines Harlequin. Vous aviez une petite boîte Death Watch versus Harlequin qui était trop mimi. Il y avait un Dreadnought vénérable de la Death Watch et tout. Ça avait bien de la gueule, tout ça. Donc Eldrad, il échoue. Quelque part, il échoue à mener complètement le rituel d'éveil d'Ined. Cependant, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il perçoit quelque chose qui se passe, il perçoit une étincelle, il perçoit comme une forme d'œil qui s'ouvre lentement. Et on quitte un peu ce terrain-là, on quitte un peu Coeria pour aller complètement au sein même de la toile, et j'ai envie de dire dans les bas-fonds de la toile, car nous allons nous intéresser à Komora, la cité crépusculaire des Drukhari, des fameux Eldar noirs. Et là, ici, l'action, elle a lieu dans le Crucibael, lors d'une nuit spéciale qui s'appelle la Nuit des Révélations. En gros, faut faire le parallèle avec ce qui est peut-être l'épisode final d'Interville, c'est-à-dire que c'est le jour où tous les plus grands champions vont s'affronter dans le Crucibael. Le Crucibael qui est l'arène la plus importante du culte de la discorde. Ce fameux culte de gladiateurs de Séraste qui est mené par l'élite Esperax elle-même. Et le Crucibael, si tu veux, c'est pas le Parc des Princes, quoi. C'est une arène où, littéralement, il y aura des millions de spectateurs. C'est un truc de zinzin. Là, niveau pyrotechnie, logistique et infrastructure, c'est sans commune mesure avec un concert d'ACDC au Stade de France. Le Crucibael, c'est véritablement un truc de fou. Et dans l'ouvrage, c'est assez marrant quand ils vous décrivent en fait ce qui se passe, en fait, les événements qui arrivent dans ce Crucibael. Ils font appel à des technologies mais complètement délirantes, que ce soit pour le son, pour la lumière, pour en fait faire venir des nouveaux ennemis dans cette arène. Et là, en l'occurrence, on parle de tyrannides. Le culte de la discorde en fait fait venir des tyrannides par milliers pour offrir un spectacle de massacre à la hauteur de ce qu'attend le peuple Drukhari. Parce que le peuple Drukhari, il ne faut jamais perdre ça de vue de l'esprit, c'est que cette souffrance, en plus de l'apprécier, ils en ont véritablement besoin, sinon leur âme se fait littéralement siphonner par le prince des désirs qui sommeille dans l'œil de la terreur. Donc la souffrance, ils sont pas juste là pour kiffer, ils sont également là pour en fait prolonger leur vie. Et ce jour-là, dans le Crucibael, cette nuit des révélations, on a l'élite de l'élite des cabales qui là, voilà, c'est un public de bourgeois, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un billet pour aller voir un bon vieux match dans le Crucibael. Et donc au sein de ce Crucibael, c'est la première fois que nous allons rencontrer Ivraine. Donc Ivraine, qui est une dame très jolie, avec un passif bien rempli. Elle a été capitaine corsaire, elle a suivi la voie du guerrier sur plusieurs vaisseaux mondes. On ne sait pas encore trop à l'heure actuelle quel temple aspect elle avait choisi. Elle a été courtisane dans les plus hautes cours de Comorag et elle se fait désormais appeler au sein du peuple d'Okari la Dame des Ombres, et c'est désormais une succube / gladiatrice qui œuvre pour le culte de la discorde. Et en fait, l'événement du soir, c'est attendu, tout le monde le réclame depuis longtemps. Il y aura bel et bien un duel, l'élite versus Ivraine. Autrement dit, ça va être compliqué pour notre petite Dame des Ombres. Et donc un spectacle qui est observé naturellement par Asdrubal Vect, le maître suprême des Eldar noirs, qui est juché sur sa forteresse volante, bien au-dessus des gueux. Et ce Vect, on va le voir s'entretenir avec
ni plus ni moins que Marchemonde, donc cette fameuse prophète des ombres du masque du chagrin nocturne et une Marchemonde qui, en fait, tout le monde l'appelle l'annonciatrice de vérité. Et donc, cette petite Marchemonde, nous l'avons trouvée au sein de l'ouvrage La chute de Cadia. C'est elle qui chuchotait dans les rêves de Belisarius Cawl, qui a fait en sorte que ce techno-mage, en fait, s'extirpe de sa planète rouge sur laquelle il bossait depuis 10 000 ans et vienne, en fait, s'aventurer dans l'espace à la rencontre des sites de pylônes de Noctilite, par exemple. Bref, on sent que cette petite, elle manipule les destins dans l'Imperium, mais aussi au sein de sa propre race. Et cette Marchemonde, eh bien, elle est consciente de la prophétie de Ined. Cette prophétie, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop qui l'a énoncée. Ça fait partie des temps très, très, très anciens d'avant la chute. C'est une prophétie, en fait, qui parle de l'éveil du dieu des morts. Pour l'instant, personne ne sait trop qui l'a écrit ni comment ça va se passer. Mais elle semble connaître quelque chose à ce sujet et elle parle d'Ined comme étant le dieu qui murmure. Et Asdrubal Vecht, pour sa part, juge que cette prophétie, c'est du bullshit complet. Bref, petite parenthèse qui en dit quand même beaucoup. Pendant ce temps, bien dans l'arène du Crucibael, Yvraine est en très mauvaise posture par rapport à l'élite Esperax. Yvraine est une gladiatrice, mais sans commune mesure. Elle a un talent de malade mental concernant le maniement des lames, mais en face d'elle, l'élite, on parle tout simplement d'une guerrière, mais sans commune mesure, hein. La meuf, c'est véritablement une experte totale du combat. C'est un peu un équivalent de Primark, hein, niveau échelle de puissance, même si sur la table, c'est juste quelques points de vie avec Endurance 3. Donc, Yvraine, naturellement, en chie. Et elle finit, blessée à mort, malheureusement, avec un couteau dans le ventre. Hein. Et en fait, elle va finir par expirer donc au sein de ce chaos ambiant, parce qu'il faut imaginer que ce duel, il a eu lieu dans une horde de tyrannides lâchés à même l'arène, hein, aux prises avec des Reavers, des Hélions, plein de membres de différentes cabales, des incubes. En gros, c'est un merdier pas possible. Et donc, Yvraine, elle a affronté l'élite dans ce cadre chaotique-là. Donc, elle finit très blessée et elle finit en fait par croiser la route d'une mystérieuse prêtresse dont le costume, très morbide, semble dater d'avant même la chute des Eldar. Et Yvraine reconnaît en fait sur son front une espèce de glyphe. Elle ne se rappelle pas encore exactement ce dont il s'agit. Et donc Yvraine en fait mène le combat contre cette espèce de sorcière, hein, qui l'a agressée et elles finissent par s'entretuer. Et donc, Yvraine expire dans les bras de cette sorcière. Et donc, elle meurt. Et c'est à ce moment très très précis que le rituel un peu raté d'Eldrad Ultran prend fin. Ce rituel, il éveille Ined. Il y a juste un œil qui s'ouvre, tu vois. On n'est pas sur la réincarnation du dieu, on est juste sur une conscience qui va émerger du royaume des morts. Et cet œil qui s'ouvre, il coïncide très exactement avec l'expiration d'Yvraine, son dernier souffle. Et Ined, va la choisir et il s'empare d'elle instantanément. Il lui dit 2 mots, mon enfant. Et à partir de là, il libère un flot d'énergie qui va complètement balayer et détruire une immense partie du Crucibael, qui est, comme je vous le rappelle, une arène pouvant accueillir des millions de personnes. Vous imaginez un peu le carnage. Donc il y a une espèce d'énorme vent de mort en fait qui jaillit de Yvraine, qui s'attaque à tout et n'importe quoi. Donc pêle-mêle, ça tue des tyrannides, ça tue des Drukhari, ça tue tout le monde. Mais dans l'audience, il y a quelque chose qui se produit, quoi. Cet éveil d'une nouvelle conscience, tout le monde, sans savoir la nommer, va la percevoir. Et donc, Yvraine, elle renaît, elle semble hyper puissante, elle flotte littéralement dans les airs, et à peine ce nouvel état de grâce atteint
que Vect va ordonner à ses cabales de mettre la main dessus, parce que lui, il semble avoir compris ce qu'il s'était passé. Donc Yvraine devient très rapidement complètement harcelé de toutes parts, désormais en fuite, et à travers cette chevauchée sauvage, à travers ce battage en retraite générale, à défoncer tout ce qui va se présenter à elle, elle va commencer gentiment à s'éveiller à la puissance de la mort. C'est-à-dire qu'à chaque tuée de sa main, elle va ressentir l'âme qui semble fuiter de ce corps désormais sans vie. Et ces âmes, autour d'elle, ces nombreuses âmes de défunts, elles vont sembler commencer à nourrir son corps, à la métamorphoser. Dans la foulée, il y a même son épée qui commence à changer de forme. Donc, au sein de cette longue fuite, c'est ici, alors qu'elle commence à être en très très mauvaise posture, complètement encerclée d'un cube, c'est là que va venir le Visarque. Donc, cette première rencontre avec le Visarque, et on comprend très bien vite que les deux personnages, ils ont un lien ancien, ils semblent se reconnaître un peu à moitié. Et le Visarque, par rapport à Yvraine, il semble être son ancien maître d'armes, c'est-à-dire un exarque d'un temple aspect de vengeur. Donc Yvraine reconnaît un petit peu sa voix sans en être 100% sûr à l'heure actuelle. Donc ce Visarque, il était lui-même sur Coeria, et son épée, elle semble être bénie par Ined. Et à ce sujet, on ne saura pas grand-chose de plus par rapport à ce personnage très mystérieux. Il a assisté au rituel mené par Eldrad Ultran, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et son épée, bénie par Ined, là, on ne sait pas d'où il la sort, on ne sait pas comment c'est arrivé. On nous dit juste ça, cette épée-là, c'est clairement une épée du dieu des morts. Mais si on se penche un peu plus sur ce qui se passe à Comorragh, en fait, suite à cette renaissance d'Yvraine, Comorragh est complètement fissuré. Là encore, on rejoint une ambiance complètement fin du monde. Bon, Comorragh n'a pas besoin d'un événement extérieur pour être un véritable enfer. Cependant, cette renaissance de la Dame des Ombres, elle forme une espèce d'anomalie immatérielle. La clé de voûte d'un plan complètement galactique et prophétique. Et à tout ça, on va donner un petit nom. On va nommer ça la disjonction de Comorragh. Cette disjonction, elle va sceller immédiatement, dès la renaissance d'Yvraine, elle va sceller le sort de millions d'âmes Drukhari et provoquer, en fait, à l'échelle complètement géologique, si on peut dire ça, parce que là, on parle d'un lieu situé en plein dans la toile, mais il y aura un gros bouleversement au sein de Comorragh qui va commencer à se fissurer, éveillant, en fait, des choses enfouies depuis très longtemps, comme la porte de Khaine, qui est enfouie sous Comorragh, qui est une espèce de portail très ancien, datant d'avant la chute. Ce portail, il lâche et immédiatement une énorme incursion démoniaque complètement massive va prendre forme. Donc imaginez le chaos d'une cité crépusculaire envahie de démons avec naturellement une société Drukhari qui est incapable de faire corps, qui est incapable en fait de s'unir tous ensemble face à une seule et unique menace, tellement en fait les uns envers les autres, ils se cartonnent en permanence, les différentes cabales, les différents cultes, tout ça en fait forme une espèce d'anarchie, en fait une société sans véritable structure de pouvoir autre que la main de Hasdrubal Vect. Hasdrubal Vect, il ne perd pas son sang-froid et en fait il va mettre à son profit cette incursion démoniaque, offrant en fait ses principaux rivaux en pâture. Donc, réaction complètement Drukhari approuve dans les mecs, une incursion démoniaque, en fait, pour eux, c'est tout simplement un nouveau terrain de jeu. Mais quand même, Vect, en fait, il a quand même du boulot pour en fait maintenir son pouvoir, pour en profiter, pour mettre à profit toutes les manigances qu'il tisse depuis des siècles. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Cette incursion, il ne la voit pas autrement que comme une nouvelle occasion d'asseoir ce pouvoir définitivement.
Et pour Yvraine, sa mission désormais, c'est s'échapper de cet enfer, hein. Donc, dans la foulée de tout ça, dans la foulée de sa fuite, elle va faire appel à son ancienne flotte de corsaires pour en fait la mener à bon port. Il suffit tout simplement de regagner la toile en sécurité. Et donc, elle va parvenir à s'échapper sous le feu de Vect, hein, avec vraiment Vect qui la poursuit parce qu'il sait qu'elle vaut gros, cette petite dame des ombres. Mais elle va parvenir quand même à s'échapper en sacrifiant une bonne partie de son ancienne flotte corsaire et elle va parvenir à regagner les labyrinthes de la toile. Donc à partir de là, c'est une très longue errance qui va débuter. Une errance durant laquelle les Comorites, ils vont commencer à ressentir le manque de souffrance. Comme je vous l'ai dit, ils en ont véritablement besoin. Donc à l'heure actuelle, Yvraine est à la tête tout simplement d'une petite troupe. Des Comorites, des corsaires, sa garde rapprochée en fait de gladiatrices qui l'ont suivi, ce qu'on appelle les Blood Brides, hein, c'est-à-dire des gladiatrices d'élite. Donc elle est à la tête de cette petite bande là et elle erre longuement dans la toile, un peu perdue, il faut l'avouer. Et donc ses potes Comorites et donc même ces demoiselles d'honneur, hein, ils commencent à ressentir une certaine décrépitude parce qu'ils ont tout simplement besoin de violence et de massacre pour subsister. Yvraine elle tente la diplomatie, hein, par rapport à tout ça et durant cette longue errance, c'est l'occasion pour elle de commencer à réfléchir sur ces nouveaux pouvoirs, entre guillemets, parce que les âmes des personnes qu'elle a tuées, elles demeurent dans son âme et elles font directement écho à ses pensées. On a l'exemple en fait qui ressort assez souvent d'un Hélion qu'elle a fauché en plein vol, un Hélion qui était vraiment très très jeune et qui de temps en temps lui répond intérieurement. Et donc dans son esprit commence à danser une petite nébuleuse d'âme défunte qu'elle a elle-même tuée. Donc elle se pose bien des questions à cet effet, mais en tout cas ces âmes, elles sont en elle. Elles ne finissent ni dans une pierre esprit, ni dans un circuit d'infinité, ni dans la gueule de l'assoiffé Slaanesh. Ces âmes, elles perdurent dans l'âme d'Yvraine. Donc elle s'éveille finalement à toutes ces nouvelles perspectives et commence à réfléchir à ce qui pourrait représenter une nouvelle piste pour la sauvegarde de son peuple en déclin. Parce que du côté des vaisseaux mondes sans pierre esprit et sans circuit d'infinité, une âme, ça part directement dans les royaumes du chaos. Elle se fait complètement dévorer par Slaanesh. Donc là, elle se rend compte que, une âme, elle peut demeurer en moi. Et cette divinité qui m'a parlé lorsque je suis morte, mais qui sait au juste. Donc elle commence à s'éveiller un petit peu à tout ça et elle commence à se rappeler elle-même de cette très très ancienne prophétie de l'éveil d'Ined. Et donc cette longue déambulation dans la toile, dans le livre, et naturellement c'est l'occasion de revenir sur le visuel délirant de cet espace complètement hors norme. La toile c'est quelque chose de mouvant, ce sont des paysages qui se succèdent, c'est des lumières qui n'ont aucun sens, ce sont des sons également. Donc on est complètement dans un trip sous LSD, on va pas se mentir. Une déambulation qui va mener à une porte que Yvraine va ouvrir un peu au mépris du danger, jusqu'à rencontrer l'innommable, une scène de banquet de démons de Slaanesh c'est une espèce d'énorme orgie cannibale. Vous voyez le tableau, là on est dans la déviance complètement extrême et au sein de cette assemblée apparaît un personnage, c'est une femme. Ce personnage s'appelle le Masque de Slaanesh. Et le Masque de Slaanesh, c'est une adversaire absolument redoutable qui a le pouvoir de véritablement tordre en deux la psyché Eldar. D'un seul clin d'œil, ce Masque de Slaanesh, il est capable de faire complètement oublier, par exemple, ce qu'a été la voix pour un citoyen des vaisseaux mondes. Et en fait, d'un clin d'œil, elle peut renouer un Eldar avec tous ses penchants les plus malsains, des penchants contre lesquels il a lutté depuis désormais 10 millénaires. Donc adversaire véritablement redoutable, et c'est à ce face-à-face très précis
qu'interviennent dans la danse les harlequins. Et sans surprise, il va s'agir des harlequins du Chagrin Nocturne, encore eux. Donc les harlequins de Ségorac entrent dans la danse. Donc évidemment, on assiste à une grosse baston sous le signe de la démence des disciples du dieu moqueur. Les harlequins, je n'enterrai jamais tout le bien que j'en pense, mais ces mecs ont un talent véritablement exceptionnel. Pour moi, c'est tout simplement, dans le lore du moins, le top du top de 40K en termes de prouesse martiale. Et donc une mêlée complètement délurée où Yvraine, elle va mettre ses nouveaux pouvoirs immenses à l'épreuve du combat. Cette fois, elle n'est plus en situation de fuite, elle n'est plus harcelée de partout. Désormais, elle affronte face à face ses ennemis. Et elle se rend compte qu'elle a énormément, naturellement, gagné en puissance. Autour d'elle commencent à s'agiter les vents des âmes défuntes, et ces âmes, lorsqu'elles touchent par exemple un démon de Slaanesh comme une démonette, eh bien, elle se fait fumer absolument immédiatement. Donc elle se dit, ouh, là, il s'est passé quand même un truc dans mon corps, quoi. Bref, à l'issue de cette mêlée, notre petite troupe est sauvée et va continuer son chemin, désormais guidée par un solitaire. Le masque de Slaanesh, quant à elle, parvient à s'enfuir. Donc à l'issue de tout ça, le voyage se poursuit, et un voyage désormais qui sera mieux guidé, parce que le solitaire du masque du Chagrin Nocturne, naturellement, comme tous les harlequins, connaît la toile comme sa poche. Et désormais, le cap va être mis sur le vaisseau monde de Bayaltan. Et ce vaisseau monde de Bayaltan, ça va être l'occasion d'en savoir un peu plus sur Yvraine, car elle est native de ce vaisseau monde-là. Donc on va y apprendre qu'elle a suivi jadis la voie de l'acteur. Elle menait des représentations acrobatiques et également très violentes. On sentait déjà que la nana avait un petit penchant pour la bagarre. Suite à ça, elle va s'engager sur la voie du Vengeur et sous la tutelle de l'exarque Larian parle aux étoiles du temple de la lame argenté, et entre les lignes, on s'imagine bien qu'il est devenu le Visarque entre-temps. Et donc, pour dire un mot de plus sur Bieltan, on parle ici d'un des vaisseaux mondes les plus belliqueux, les plus violents, rigoureusement complètement xénophobes, et qui sont en alliance permanente avec les mondes vierges exodites, dont ils sont les gardiens officiels. Dans l'esprit, en fait, Bieltani, on estime que ces mondes exodites seraient la base du nouvel empire Eldar à venir. Bon, vous me direz, l'espoir fait vivre, mais en tout cas, c'est leur truc. Mais en tout cas, sur Bayaltan, il y a une espèce de dualité, en fait, entre leur violence, parce que c'est le vaisseau monde qui regroupe le plus de temples aspects, et ce côté un peu écolo, bio, bobo, parce qu'ils sont très liés aux zadistes des mondes vierges. Assez amusant tout ça. Mais bon, ici, on va commencer à saisir tous les enjeux qui tournent autour de la Dame des Ombres et du lien qui l'unit à Bieltan. Sa venue sur ce vaisseau monde, en fait, elle n'est pas fortuite. Elle est l'œuvre de Eldrad Ultran et du Chagrin Nocturne. Donc ce Chagrin Nocturne, donc ce masque harlequin, il est directement sous les ordres de Eldrad Ultran. Ça, faut le savoir pour la suite. Et son travail à Eldrad, ça va être désormais de tisser un nouveau fil du destin, en fait de tisser une nouvelle trame qui va aboutir à un nœud capable potentiellement d'étrangler Slaanesh. Eldrad, en fait, il a pris conscience de la renaissance d'Yvraine, il a compris ce qui s'était passé durant son rituel avorté. Désormais, son job, c'est de pousser ce concept-là et voir ce que ça donne. Bref, on est complètement dans le joyeux bordel de divination et de runes Aeldari auxquelles on ne comprend jamais rien. Mais ces divinations, elles sont sombres. Globalement, ce qui va apparaître le plus dans les fils de runes, etc., c'est le Rana d'Andra, enfin la Rana d'Andra. C'est l'équivalent du Ragnarok Aeldari, c'est tout simplement la fin des temps. La Rana d'Andra, elle apparaît en fait dans les divinations des grands prophètes. Le visage de Cain, il apparaît régulièrement aussi.
Bref, on sait que ça va chier, on sait qu'il va se passer un truc grave. Et ce truc grave, il pourrait potentiellement être à l'initiative de la fille de Slaanesh. La fille de Slaanesh, c'est tout simplement son masque. Donc le masque de Slaanesh qu'Yvraine a précédemment rencontré dans la toile. Elle-même est désormais au courant de l'existence de cette Yvraine et de ce qui va avec en termes de prophétie. Et donc, de son côté, cette vilaine fille, elle va prévoir une intrusion dans Bieltan via un ancien portail qui est présent sur un monde vierge nommé Ursulia. Les Arlequins prennent conscience de la manœuvre du masque, eux aussi. Enfin, vous voyez, on est complètement dans le complot politique, là. Donc, ils sont au courant de cette manœuvre menée par le masque et donc, ils vont alerter les autorités du vaisseau monde Bieltan, un vaisseau monde qui a en charge, en fait, la sécurité de ce monde vierge Ursulia. Donc, tout se passe un petit peu en même temps, quoi. Yvraine arrive. En même temps, le masque va également essayer de s'introduire sur le vaisseau monde de Bieltan et les forces de Bieltan, conscients de cette nouvelle menace qui existe sur leur monde vierge en protectorat, vont y dépêcher des troupes. Et donc ce monde vierge, donc Ursulia, dès lors que la flotte Eldar entre en orbite, le constat est sans appel, Ursulia est une planète désormais complètement scarifiée et mise à sac par des tempêtes warp. Donc il y a 1 millier de Bieltani sur place, qui se rendent sur place, donc des guerriers. Ça leur glace le cœur, ce truc-là. Ils ont le cœur brisé par toute cette horreur. Et de son côté, le masque de Slaanesh complote, comme d'habitude. Et pour activer le portail, elle va avoir besoin d'une force brute. Une force brute qu'elle va trouver chez Skarbrand. Donc ici, on va parler d'une alliance de circonstances présentée aux Furieux de Khorne comme une simple compétition finalement. Donc le masque, comme vous pouvez vous en douter, c'est une redoutable manipulatrice. Elle va parvenir à manipuler Skarbrand. Skarbrand qui est potentiellement un des plus gros bourrins de l'univers de 40K. Donc le résultat de tout ça, ce sont les exodites présents sur Ursulia. Ils vont être réduits à néant en l'espace de 2 jours. Donc une horde démoniaque qui s'abat sur un monde vierge écolo bio-bobo. Vous imaginez bien que les mecs étaient pas prêts. Et donc pour mener son plan à bien, le masque de Slaanesh, il lui reste juste à briser le sceau de protection de la porte d'obsidienne, le fameux portail caché qui va mener à Bieltan. En bref, Ursulia est un énorme piège. C'est un hameçon qui a été offert à Bieltan pour mener à bien les projets du masque de Slaanesh. Le résultat de tout ça, naturellement, c'est une énorme baston. D'ailleurs, une énorme baston qui va être menée de main de maître par l'autarque Méliniel, un personnage assez récurrent dans tout le bouquin. Donc, c'est un véritable festival de combat aéroporté où l'host du vent de Bieltan va faire un véritable carnage, mais qui cependant commence à être suivi de près par les créatures de Slaanesh comme les veneuses, qui sont tout aussi rapides que des motojets, par exemple. Donc, on a de nombreux combats qui vont mettre en scène les temples aspects pour notre plus grand bonheur, mais évidemment dans tout ça il y a Skarbrand et à lui seul en fait naturellement il retourne la situation jusqu'à déverser sa haine sur la protection runique de la porte d'obsidienne et donc ouvrant le chemin jusqu'au cœur même de Bieltan. Donc c'est un énorme échec pour les Eldar parce que cet autarque Méliniel, il s'est complètement fait avoir par le piège grotesque du masque de Slaanesh. Pour vous la faire courte, à un moment le masque de Slaanesh il a au pied du portail et il engloutit des pierres esprits de prophètes qu'il a tués quelques minutes avant et ça en fait dans la psyché Eldar ça résonne comme une terreur pure et ça déclenche en eux une certaine violence. Et tout le monde a penché vers cette violence sans trop réfléchir à pourquoi cette fille de Slaanesh se tenait sur ce portail très précisément. Ça a foiré.
le portail est pété et donc des hordes démoniaques commencent à emprunter le chemin. Donc c'est un énorme fiasco. Et donc on retourne sur Biel-Tan directement au cœur du combat. Naturellement, entre-temps, l'avatar de Kain s'est éveillé pour faire directement face à Skarbrand et tous ses potes. Bon, c'est un duel assez épique, vous vous en doutez bien. Mais concernant le masque, eh bien, son entrée sur Biel-Tan, elle va être insidieuse. Elle va parvenir à infiltrer un vaisseau de Rangers durant ses pérégrinations dans la toile et en fait va débarquer sur Biel-Tan incognito. Elle est seule parmi le peuple Eldar. Et comme je vous l'ai dit précédemment, son pouvoir, c'est de tordre en deux la psyché des Eldar. Là, elle va s'en donner à cœur joie parce que d'un seul regard, elle est capable de rallier à sa cause le moindre Eldar, y compris l'exarque le plus déterminé. Et donc, elle commence à rallier des troupes, elle a des banshees, elle a des gardiens, elle a un peu tout le monde, jusqu'à former une véritable petite armée qui va faire un carnage jusqu'à gagner la chambre de l'avatar de Kain, une chambre qu'il vient de quitter, à vrai dire. Dans cette chambre, la fille de Slaanesh, elle va enfoncer les paumes de ses mains directement dans le circuit d'infinité pour y invoquer directement des démons et pour semer les germes d'une infection générale dans tout le vaisseau. Son entreprise, elle va être stoppée net par la lame de Jainzar, donc le fameux Seigneur Phénix qui, elle, en fait, le regard de la fille de Slaanesh, elle sait le regarder, elle sait le confronter, elle sait la défier. Mais malheureusement, le mal est fait. Donc Jainzar coupe la tête du masque de manière très facile, mais le mal est fait. Le vaisseau monde est infecté et donc un vaisseau monde dont le circuit d'infinité est gangréné par les puissances de la ruine, ça veut dire tout simplement un vaisseau monde perdu. Parce que le circuit d'infinité d'un vaisseau monde, je vous avais expliqué tout ça dans le Faction Focus d'ailleurs, le circuit d'infinité d'un vaisseau monde, il parcourt la moindre fibre de ce vaisseau et désormais il y a un host de démons dématérialisés qui est en train de le parcourir, ce circuit d'infinité, pour dévorer les âmes de tous les défunts Eldar qui y résident. Donc la solution d'urgence pour les autorités de Biel-Tan, ça va être vite fait d'enchasser ces âmes dans des châssis constructs, tout simplement, c'est une manière de les mettre à l'abri. Quant à Ivren, elle débarque à ce moment précis. Voilà, elle débarque à ce moment précis en plein chaos. Donc globalement, elle va être très très mal vue par tous les Biel-Tani, mais ça va pas l'empêcher de prendre part au Conseil des Prescients parce qu'elle est soutenue directement par le Seigneur Phénix Jainzar. Et donc c'est à ce moment précis que Ivren révèle son épiphanie, sa renaissance au travers des yeux d'Ined, sa nouvelle voie pour préserver les âmes des Aeldari de l'assoiffé et de parler de la nécessité de l'extinction du peuple Eldar entier pour pouvoir triompher. Bon, naturellement, c'est ici que ça coince, parce que tout le monde n'est pas prêt à mourir pour que Slaanesh soit enfin vaincu. Mais cependant, dans la prophétie d'Ined, donc qui commence à être révélée un peu au public, elle commence à s'éveiller, cette prophétie, par bribes, depuis le début de l'ouvrage, on en sait plus. Il existe dans cette prophétie une 7e voie, une voie qui va consister à rassembler les 5 épées forgées par Vol. Vol, c'est le dieu artisan, le dieu forgeron des Eldar. Donc un dieu qui, comme tous les autres, s'est fait pourfendre par Slaanesh lors de la chute. Mais si on rassemble en fait ces 5 épées que Vol semble avoir forgées à l'effigie du dieu des morts, si on réunit les 5 épées ensemble, elles vont pouvoir ouvrir un portail menant à l'outre-monde Aeldari, là où demeure Ined. Et là, il faut comprendre que cet outre-monde, c'est pas la toile, c'est pas l'immatérium, c'est pas le warp, c'est pas les royaumes du chaos, c'est tout simplement autre chose dans lequel seul Ined sommeille. Et on en apprend plus à propos de ce fameux portail, un portail dissimulé il y a des éons par une certaine Morai Egg. Morai Egg, c'est une prêtresse des morts dont l'existence date bien d'avant la chute des Eldar. Et cette prêtresse des morts, elle avait un glyphe, elle avait un symbole, elle avait une rune. Et cette rune,
Yvraine s'en souvient maintenant, elle figurait sur le tatouage frontal qui ornementait la sorcière auprès de laquelle elle a expiré au cœur du Crucibael au début de l'ouvrage. C'est fou, non, tout ça? C'est quand même très fou. Donc, en fait, on se dit, est-ce que Yvraine a été choisie au hasard par Ened? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des trucs prophétiques qui semblaient la désigner. Donc, on saura jamais, je pense, mais tout ceci est quand même très kiffant. Et donc, Yvraine, elle en sait beaucoup au sujet de ces 5 épées. Donc déjà, elle en possède une. Le Visarque lui-même en possède une. Et comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Mais Yvraine a la certitude, bien que l'une de ces 5 épées, elle repose directement au cœur du circuit d'infinité corrompu de Bieltan. Ceci explique sa venue sans aucun doute. Et elle annonce tranquillement au Conseil des Prescients qu'elle va s'en emparer immédiatement. Et donc, ce conseil de pression, ils lui foncent dessus avec leur garde rapprochée. Yvraine, elle s'exécute, elle plonge ses mains directement dans le circuit d'infinité et sort une nouvelle épée. Les 3 épées maintenant réunies donnent naissance à l'Incarne, l'avatar du dieu des morts. Et cet avatar, il naît dans un véritable séisme qui va parcourir tout le vaisseau monde. La fracture de Bieltan, c'est le titre de l'ouvrage. Eh bien, nous y sommes. Yvraine a accompli l'éveil complet de Ened, là où Eldralultran avait échoué. Cette fois, le dieu des morts est parfaitement éveillé et il nous envoie son avatar pour en fait marcher à nos côtés. Donc, c'est un véritable éveil cataclysmique qui en fait déchire en deux le vaisseau monde de Bieltan, mais va également parcourir tout le putain de Warp, avec des répercussions sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Donc à partir de là, naturellement, il y a une certaine animosité inévitable de la part des Bieltani, qui vont à partir de là s'affairer à réparer du mieux qu'ils peuvent les infrastructures et le circuit d'infinité. Donc pour préserver les âmes des défunts, il n'y a pas 36 moyens. En fait, ils sont toujours en danger, si vous voulez. Quand Yvraine a plongé ses mains dans le circuit d'infinité, elle a anéanti toute la horde démoniaque en fait qui parcourait ce circuit. Donc vraiment quelque chose de très très puissant. Néanmoins, avec un circuit d'infinité en train de se briser, les âmes des défunts Eldar n'étaient pas à l'abri pour longtemps. Donc dans l'urgence, on va opérer une véritable levée de milliers de châssis constructs. Et ces châssis constructs, ils vont sembler étrangement plus véloces. D'habitude, un garde fantôme Eldari, c'est juste une espèce d'automate très lent, qui peut pas prendre de décision lui-même, c'est une espèce de légume avec un énorme flingue. Maintenant, ces nouveaux châssis construits qui ont été faits à la va-vite à partir des âmes des défunts, qui ont goûté au pouvoir d'Yvraine, ces châssis construits, ils semblent étrangement plus véloces depuis que le vent des murmures a parcouru la structure entière de moelle spectrale. Donc l'éveil d'Ened est acté. Et là, il faut se rendre compte de la chose, c'est que partout dans le peuple Eldar, cet éveil, il est ressenti. C'est-à-dire que les gens, ils en prennent conscience très instinctivement. Et il va représenter une torsion. Une torsion dans ce qu'ils aiment appeler l'écheveau du destin. Ça va complètement bouleverser l'échiquier galactique de ce peuple. Et donc, les Inari, les exhumés, comme on va les appeler maintenant, Yvraine et sa bande, les exhumés, c'est très stylé comme nom. Ces exhumés, ils vont représenter un nouvel anathème pour les puissances de la ruine, tel que l'empereur jadis. L'empereur, dans le temps, la grande croisade et tout, même les Résidorus, c'était l'anathème des puissances du chaos, Sa simple présence suffisait à complètement les nullifier, concernant
cet éveil d'Ined et plus particulièrement cet incarne, ce nouvel avatar, eh bien les dieux du chaos, ils ne sont tout simplement pas capables de le percevoir, tout comme ils ne peuvent percevoir celui qui murmure, Ined, le dieu des morts. Ils ne savent pas où il est. Cet outre-monde dont nous parlions précédemment, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment y accéder. Et donc, tout ça va commencer à représenter un avantage tactique pour le peuple Eldar. Déjà, on va pouvoir traverser le warp sans le moindre danger. Habituellement, les Eldar utilisent la toile. Désormais, ils peuvent emprunter le warp sans craindre d'être vus par le moindre démon. Donc, un passage dans le warp qui va être emprunté d'ailleurs pour continuer le voyage et gagner un autre vaisseau monde, celui d'Ultwé, qui a convoqué immédiatement toute cette petite troupe après avoir reçu les nouvelles fraîches. Et là, c'est très marrant, c'est que ce passage dans le warp, même s'il dure pas longtemps et tout, ce passage dans le warp, en compagnie des exhumés et de l'avatar de Ined, en fait, il va déformer au passage la lumière de l'Astronomicon, le fameux phare de l'empereur. Et cette simple petite balade, en fait, elle va mettre fin à la vie de millions de membres de l'Imperium qui, privés de leur phare, vont complètement se paumer dans les royaumes du chaos. Mais ça vaut le coup, lol. Les Eldar, voilà, ils sont comme ça, au mépris de toute autre forme de vie, tant que eux, en fait, bossent pour accomplir leur destin. Et le destin, il vient pas mal d'être bousculé. Donc la venue d'Yvraine sur Ultwé, elle va répondre à une invitation certes, mais elle est également opportuniste parce que la prochaine épée que Yvraine doit trouver, donc la 4e et même la 5e, il paraît, ces prochaines épées, elles semblent reposer sur le monde de Belial 4, et ça c'est un monde qui est complètement au cœur de l'œil de la terreur. Et donc, comme vous le savez, c'est une portion de la galaxie où Ultwé est évidemment très compétent. Ce sont quelque part les gardiens de l'œil de la terreur chez Ultwé. C'est un peu une sentinelle à la manière du système de Cadia, quoi. Et donc, Eldrad, qui est complètement passé en mode team Inari à Donf, naturellement, il va immédiatement voter dans le cadre de cette mission pour la levée d'immenses forces de gardiens noirs. Mais là, c'est là qu'il finit par se faire gronder. Parce que le Conseil des Prescients, il va choisir ce moment précis pour effectuer son procès, donc sous le regard d'Yvraine, suite aux dingueries qu'il a commises sur Coeria. Bref, tout le monde s'engueule jusqu'à ce qu'un autre conseil d'un autre vaisseau monde fasse irruption, le fameux Altanzar. Altanzar, la chaîne brisée. Donc j'en avais déjà parlé dans le Faction Focus, c'est un vaisseau monde qui, quant à lui, a été pendant des millénaires complètement perdu dans l'œil de la terreur. À vrai dire, immédiatement après la chute, Altanzar se faisait aspirer par l'œil de la terreur, mais a quand même survécu et il a été sauvé assez récemment d'ailleurs par son seigneur phénix exilé, Mogon Ra. Donc comme d'hab, à chaque conseil des prescients, c'est un véritable bordel, tout le monde est très fâché. Et en fait là, l'enjeu c'est quoi ? C'est suivre Yvraine ou pas. Donc c'est là qu'on commence à avoir ce côté politique où le conseil des prescients, c'est un peu la vieille droite républicaine, tu vois, très figée, très stricte, très sévère. Et Yvraine, elle arrive avec tous ses potes gauchistes là, et puis elle dit « Oh non, révolution !» Donc pour le peuple Eldar, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Mais la venue justement d'Altanzar, eh bien, elle va faire pencher la balance. Parce qu'une de ses plus célèbres psycharques, la psycharque Gwen Tillian, la lame d'Onyx, elle va prendre la parole en faveur d'Yvraine avant d'immédiatement mettre fin à sa vie. Elle va s'égorger elle-même. Donc, après de bien sages paroles, le cœur de Ultwé vacille un petit peu. Et c'est à ce moment précis que Yvraine va gagner son petit chat, ce petit Gyrinx. Donc, le Gyrinx, c'est une espèce de petit chat psychique. Et donc, à la
mort de son ancienne propriétaire qui vient de s'égorger, ce petit chat va rejoindre les doux tissus des robes d'Yvraine. Et ce petit chat, il va encore accroître son pouvoir. De toute manière, là, tout au long de l'ouvrage, c'est simple, Yvraine ne va jamais cesser de croître en pouvoir. Donc ce petit chat choisit immédiatement Yvraine comme nouvelle maîtresse. Donc le conseil s'énerve toujours autant, un tel acte ne peut décider du sort de tout un peuple, etc. Mais on a encore un bouleversement, l'irruption de Kizadouras l'Anachorète, qui est un des plus anciens prophètes Eldar. Et la prophétie de Ined, il en est un des auteurs. Il est, encore une fois, accompagné des harlequins du chagrin nocturne. Et là, il calme tout le monde, quoi. Il calme tout le monde. Il a les mots qu'il faut pour que le peuple Eldar subsiste. Il doit absolument emprunter la 7e voie et joindre à ses services la puissance du dieu des morts. Suite à ça, la messe est dite et les exhumés partent en direction de l'œil de la terreur, destination Belial 4. Et donc, c'est à ce moment que les Inari vont commencer à forger leur propre légende. La flotte des exhumés, elle va traverser l'œil de la terreur et en fait, elle va subir assez peu de soucis. Entre la présence de l'Incarne, la détermination et le charisme de la Dame des Ombres Yvraine, le savoir-faire du vaisseau-monde Altanzar, qui a toujours vécu dans l'œil de la terreur, la résilience de Bieltan, la divination d'Ultoué, en fait, faire ce voyage au sein même du domaine de Slaanesh, leur némésis, et n'y subir aucune encombre, c'est tout simplement historique et légendaire pour tout le peuple Eldar. Voilà, c'est la première fois que le peuple Eldar, en fait, entre pépère dans l'œil de la terreur, dans le domaine de l'assoiffé, et gagne Belial 4 en orbite. Donc Belial 4 est à vue. Donc un petit mot sur la planète Belial 4. Naturellement, c'est une planète en plein cœur de l'œil de la terreur, donc c'est une planète qui a vécu la chute de l'Empire Eldar. Donc on parle d'un véritable sanctuaire d'âmes Eldar en perdition que viennent désormais fouler des nouvelles âmes Eldar en charge de la renaissance d'un empire, mais aussi d'anciennes âmes Eldar. Et ouais, nos amis exhumés ne vont pas être seuls. Et ces anciennes âmes Eldar, celles-là même qui ont jadis précipité la déchéance de tout un empire, évidemment, on va retrouver quelques Drukhari et la faction la plus ignoble, parce qu'on va parler de coterie et Moncule. Donc ces coteries tendent une véritable embuscade aux exhumés dès qu'ils dépêchent le pied sur Belial 4. Donc on parle d'un raid qui est dépêché par le seigneur des émoncules Urien Rakart, naturellement à la demande du seigneur Asdrubael Vect. Un Vect qui commence à être véritablement préoccupé par les dangers métaphysiques inhérents à l'avènement du dieu des morts. Bon, on parle là d'un combat assez vite réglé, néanmoins qui est très kiffant, parce qu'il y a plein de machines de torture, il y a plein de Talos, de Chronos, c'est assez stylé, surtout quand vous mettez des incubes ou des guerriers aspects en face. Mais on parle d'un petit combat vite réglé, mais un combat où on va prendre conscience d'une chose. On va prendre conscience de la puissance de l'Incarne. À un moment, cet Incarne, il tue net un émoncule. Et en fait, les émoncules, vous savez ce que c'est. Ce sont des gars qui entretiennent leur vie éternelle à coup d'expérience, de greffes, d'opérations et naturellement énormément de souffrances ingérées. Donc en fait, il ne meurt jamais vraiment. Un émoncule, quand tu le tues, en fait, il va renaître directement dans ses laboratoires. Cette fois, l'Incarne décapite un émoncule. Donc son enveloppe charnelle, elle disparaît. Mais va disparaître également toutes les sources organiques présentes sur Comorak dédiées à sa renaissance. En un mot, quand Ined donne la mort, c'est une mort définitive qui contrarie naturellement fortement les coteries dont le travail consiste à entretenir leur propre immortalité. Donc la mort donnée par Ined, il n'y a pas moyen de s'y soustraire en vérité. Et à peine cette première bataille terminée,
qu'arrive naturellement la vraie bataille et qui cette fois, c'est une bataille qui semble être un écho à la chute de tout un peuple, car sans trop de surprise, il s'agit d'une horde de démons de Slaanesh. Donc ici ça chie. Les forces Inari sont en très très mauvaise posture dès le début du combat et c'est l'occasion d'observer une nouvelle facette d'Yvraine. Sa capacité à emmagasiner les âmes des défunts et ensuite de galvaniser celles des vivants, les rendant plus rapides et plus agressifs. Donc là, ça, c'est un des trucs qui est traduit très fidèlement en termes de jeu. Les morts parmi vos rangs, ils vont rendre les vivants plus forts. Et donc, c'est l'occasion également de voir l'Incarne se mesurer à ni plus ni moins que 3 gardiens des secrets et l'occasion, une fois de plus, de voir le chagrin nocturne en action, naturellement, dont la voix de la guerre, en fait, emprunte les traits d'une pièce de théâtre que chaque Eldar connaît. Ces mouvements, ils forment une pièce nommée l'acte final et cette pièce, Yvraine l'a jadis pratiquée lorsqu'elle avait choisi la voie du théâtre sur le vaisseau monde de Biel-Tan. Et l'affrontement, il va devenir une espèce de représentation de danse, une représentation de voltige délirante où Yvraine danse littéralement au milieu d'une tornade d'âmes défuntes et d'arlequins dopés au murmure du dieu des morts. Et à l'issue de cette représentation, Yvraine, dans des mouvements complètement mus par l'instinct, elle va finir par trouver l'épée enfuie. Et cette épée, c'est la plus grande et la plus puissante. Elle s'appelle Vilith Zar. Et cette épée, elle est dédiée à finir dans les mains de l'Incarne lui-même, en faisant un véritable cauchemar de l'assoiffé. Et encore une fois, la mort qu'il va accorder aux démons, ça va être comme pour les émoncules, une mort définitive. D'habitude, un démon, lorsque vous parvenez à le tuer, il se réincarne quelque part dans les royaumes du chaos. Cette fois, non, il n'y a pas de réincarnation possible. L'Incarne, armé d'une épée forgée par Vol à l'effigie du dieu des morts, c'est un nouvel anathème complet pour les démons de Slaanesh. Donc, on en est à un total de 4 épées. Il en manque une. Mais cependant, les Inari sont quand même en très fâcheuse posture malgré le carnage que commet l'Incarne et Yvraine n'a d'autre choix que de battre en retraite devant une horde de démons qui semble complètement infinie. Et la petite bande, en pleine retraite, elle va être sauvée in extremis par un nouvel host d'Eldar, un host venu du vaisseau monde d'Ayandon qui est venu sur les lieux via un ancien portail warp pour les secourir. Bon, c'est reparti pour une autre visite de vaisseau monde. On fait un peu du tourisme. On est un peu sur le guide du routard Eldar. Et pour pas changer, sur Ayandon, une bataille est une nouvelle fois en cours. Le vaisseau monde d'Ayandon, il est aux prises contre 2 Space Hulk de Nurgle. Et on fait gentiment comprendre à Yvraine de se tenir tranquille jusqu'au dénouement de cette bataille. Donc elle ronge son frein, elle reste donc un petit peu seule avec quelque part l'appréhension de révéler la prophétie d'Ined aux autorités du vaisseau monde d'Ayandon parce que le rapport est très particulier entre ce vaisseau monde et la mort elle-même. On parle d'un vaisseau monde quasiment peuplé de morts et de châssis constructs. Mais si je devais dire un petit mot concernant la bataille en cours, c'est une super bataille spatiale, les gars. On est sur 2 Space Hulk de Nurgle qui larguent des nuées complètes de mouches géantes sur les pare-brises du vaisseau monde. Il y a 3 princes démons à la manœuvre. Cependant, Ayandon sait se défendre et voilà, ils sont très efficaces. Les châssis constructs et naturellement la présence sur les lieux du prince Iriel et de ses corsaires. Des corsaires qui appellent du renfort et qui finissent par tomber sur l'ancienne flotte d'Yvraine, celle qui est parvenue à s'échapper de Komora, qui vient leur prêter main forte et ensemble ils parviennent à abattre un des 2 Space Hulk. Cependant,
Le second, il semble mettre le cap directement sur le vaisseau monde dans la volonté, sans nul doute, de le percuter. Donc il y a une espèce d'opération de sauvetage qui est faite par Iriel et ses hommes avec l'élite des corsaires. Le but, c'est d'aller flinguer l'enginarium du vaisseau avant qu'il n'atteigne en fait le bouclier dôme d'Hyandon. Donc une bataille tout à fait stylée. On est complètement dans du boarding action où Iriel, il va faire face à un prince démon de Nurgle qui a un nom pas possible. Je serais pas capable de vous le lire d'ailleurs. Il finit par triompher. Cependant, il se fait pourfendre au dernier moment. Donc le prince Iriel mène sa mission à bien, ses hommes aussi, dans un vaisseau complètement infesté par Nurgle. C'est assez kiffant à lire ça d'ailleurs. Ça donne des idées en boarding action. Hein. Mais Iriel finit mort. Et les apôtres de Nurgle, en fait, vont le larguer dans le vide, en sachant très bien que sa dépouille sera récupérée par les autorités d'Hyandon, mais naturellement en le chargeant de maladies ignobles, histoire dans la défaite de pas dire son dernier mot et d'infester complètement tous les citoyens qui restent vivants dans ce vaisseau monde. Donc, la dépouille d'Iriel est récupérée, mais là, on vit un peu le Inari Time. Hein, la tendance est un peu à l'exhumation. Ce prince Iriel, lui aussi, il va passer par les faveurs du dieu des morts. Yvraine va tout simplement le ramener à la vie et elle va révéler dans la foulée que la fameuse lance maudite d'Iriel, donc c'est une lance qui lui draine la vie depuis longtemps. Je vous encourage à lire le lore du prince Iriel, c'est tout à fait génial. Donc c'est une arme maudite qu'il manipule, qui en fait raccourcit sa vie à chaque fois qu'il va combattre. Cette lame, cette lance, elle est en vérité la 5e épée. Yvraine la reconnaît immédiatement. Donc la prophétie de la 7e voie est accomplie. Désormais, Ined, il est complètement éveillé, il est puissant et il va devoir se nourrir des âmes de son peuple jusqu'à sa véritable incarnation dans le monde matériel. Yvraine, à cette occasion, gagne encore en pouvoir et là, elle va se mettre au boulot. Elle va se mettre au boulot du côté des constructs. Des constructs qui déjà sur Bialtan faisaient preuve d'une énergie assez étonnante. Cette fois, via sa magie spirituelle nouvelle, elle va les faire passer de revenants un peu somnambules à véritables êtres animés, aussi adroits que de leur vivant. Donc c'est une véritable renaissance pour Hyandon. Ses plus grands héros sont ressuscités, les pierres espies, elles deviennent des babioles sans intérêt, la garde fantôme est devenue redoutable, plus puissante que jamais. Donc globalement, ici, l'ambiance, elle est quand même plus chill que sur les autres vaisseaux mondes. Et l'inévitable conseil de guerre post-conflit soulève un point crucial. Les Eldar ne peuvent lutter seuls. Il va leur falloir un allié de circonstance, un allié qui agira pour servir leurs ambitions. Donc on passe à cette occasion en revue les différentes factions qui peuplent l'univers du 40e millénaire et naturellement le choix va s'arrêter sur l'humanité. Tout simplement parce que cette humanité qui est complètement en péril à l'heure actuelle, elle demeure cependant étincelante lorsqu'elle est animée par la foi. L'humanité, elle a besoin d'un nouveau chef, elle a besoin d'un demi-dieu. Vous voyez où je veux en venir. Et donc un nouveau cap est fixé. On va mettre le cap sur la lune gelée de Clésius, une lune gelée dont nous avons déjà parlé dans l'émission sur la chute de Cadia, parce que c'est cette même lune qui apparaît en rêve à Sainte Célestine. Donc vous comprenez un peu l'envers du décor. Pour Yvraine, le plan va être de ressusciter un primarque. Et ça, c'est le programme du 3e volet. Bon, on va retourner un petit peu sur Comorragh parce que ce qui nous est décrit dans Comorragh, c'est complètement kiffant. Donc la disjonction, elle bat son plein. C'est complètement la merde. La cité crépusculaire fait face finalement au plus grand cataclysme de son histoire. Et évidemment, tous les prétextes sont bons pour de la lutte intestine de pouvoir que Vect va orchestrer de bout en bout.
Ça, c'est des écrits qui font méga plaisir. C'est tellement vicieux, c'est tellement kiffant. Mais il y a quelques surprises, cependant, comme un petit segment de lore que j'adore, c'est l'avènement de Kéradrouak. Kéradrouak, c'est le roi des mandragores. On l'appelle le décapitateur. C'est une créature uniquement faite de ténèbres qui instaure un nouveau territoire d'encre et d'ombre. On est dans le total darkness à Komorrag. Ça donne encore plus envie de peindre des Drukhari, tout ça. Mais bon, retournons voir du côté de Yvraine et ses potes, les exhumés. Donc ces exhumés, ils vont regagner la toile en direction de la prochaine étape du processus, donc la lune de Clésius. Donc ils parcourent la toile. Seulement, cette toile, c'est donc à la fois le terrain de chasse des Harlequins, mais c'est également devenu le terrain de chasse d'un certain Ahriman. Et les rumeurs autour d'une nouvelle race d'exhumés défiant la mort, elle va offrir évidemment à Ahriman des perspectives de connaissance pour sa légion faite de poussière. Donc, un combat naturellement. Et là, les gars, on parle d'un combat, mais complètement fou. On est au cœur de la toile, donc le décor suffit pour être hallucinant. Et on assiste à un véritable spectacle pyrotechnique. La magie de Tzeentch d'un côté, et du côté Inari, ça n'est pas moins visuel, hein. L'armée, désormais, elle évolue complètement dans un vent d'âmes défuntes, un vent qui porte le combat, qui le nourrit, qui l'intensifie. Les châssis constructs explorent leur agilité nouvelle. Ahriman, il fait appel à un conclave de ces 9 psychers exilés, mais qui font des dingueries complètes. Ils transforment des banshees en bébés à un moment. La magie d'Eldrad Ultran qui s'en mêle, la danse du masque du chagrin nocturne, la toile elle-même qui demeure un spectacle de chaque instant, le triumvirat d'Ined, comme désormais nous allons l'appeler, qui est devenu une déferlante de puissance pure, et Cherry on the Cake, la venue dans tout ce chaos des seigneurs phénix au grand complet. Les seigneurs phénix en intégralité qui, quelque part, viennent sceller le pacte avec Ined et légitimer cette nouvelle voie à suivre pour tout un peuple. Bon, là, c'est complètement merveilleux. Cette bataille, elle est complètement dingue. Voilà, ça one-shot du démon majeur, ça coupe une tête de titan. Enfin, ça fait absolument n'importe quoi. Les seigneurs phénix, ça régale tellement. Mais il va quand même se passer un truc intéressant au terme de ce combat. C'est que Yvraine, elle va redonner la vie à une escouade de Rubric Marines. Elle va redonner la vie à ces poussières qui s'agitent dans ces armures vides. Elle va leur redonner la vie pour la leur reprendre aussitôt. Et c'est quand même taquin, hein, les Eldar, c'est taquin. Et Ahriman, il assiste médusé au pouvoir du dieu des morts, accomplissant ce pourquoi il s'est toujours battu en vain. Ahriman, le gars, ça fait 10 000 ans qu'il est sur le coup, hein. Il a même feuilleté des magazines dans la bibliothèque interdite et tout. Enfin, en termes de connaissances, le mec est littéralement un érudit total, un des plus grands érudits du monde, quoi, du 41e millénaire. Et là, Yvraine, en un claquement de doigts, redonne vie à ses soldats. Et c'est assez marrant, c'est que pendant ces quelques secondes où ces gars vont être revenus à la vie, c'est des Astartes. C'est des Astartes, ils font partie de la Légion de l'Empereur, ils demandent où est le commandement, où est Ahriman, et en fait là c'est très cruel. C'est très cruel pour Ahriman, donc qui perd en fait dans ces conditions-là, et qui se fait bannir de la toile par Yvraine et ses potes. Mais le dieu des morts, ouais mec, tu peux pas tester, c'est bien joli de lire des bouquins dans la bibliothèque interdite, mais est-ce que tu les comprends vraiment ces bouquins? Voilà, bien fait pour toi Ahriman, tu trouveras un autre moyen, nous en tout cas les moyens, on les a et on se les donne, et on en profite pour donner lieu à des batailles mais complètement délirantes. Honnêtement, ce combat-là dans la toile, waouh, tu vois, c'est une double page, hein, c'est une double page dans un bouquin de lore, comme on en a lu des milliers. Mais celle-là, cette bataille-là, oh là là, quel spectacle, hein. C'est tout simplement fabuleux, quoi.
Et donc au terme de cette bataille fabuleuse, la pérégrination dans la toile reprend et les exhumés, à cette faveur, à la faveur de ce voyage, ils s'attirent en plus les faveurs de Ségorak, le dieu moqueur, lui-même, qui parle un petit peu à Yvraine et qui va les guider de bon cœur. Finalement, tout prétexte est bon pour contrarier les plans de l'assoiffé. Et on finit par arriver sur Clésius, la fameuse lune de glace, une destination où aura lieu l'alliance de circonstances avec l'impérium de l'humanité. Et donc c'est sur cette lune que les Inari vont prêter serment et vont devenir quelque part très officiellement une nouvelle faction du 41e millénaire. Les temples aspects, ils vont renoncer à la voix, les soldats vont enlever leur casque. Voilà, c'est la révélation officielle, on prête serment au dieu des morts, on n'a pas peur de la mort, on sait que notre mort profitera aux vivants, profitera à la réincarnation d'Ined dans l'espace matériel pour pouvoir peut-être un jour triompher de l'assoiffé et lui coller une belle épée du dieu des morts en travers des omoplates. Et donc c'est à ce stade que l'on rejoint l'arc narratif de la chute de Cadia, où les forces impériales évoluent sur Clésius sous le feu nourri de la Black Legion, en transportant la fameuse relique de Belisarius Cawl dont on ignore encore tout. Mais on commence à deviner 2-3 trucs quand même. Donc c'est ici que va se sceller le pacte Inari Imperium pour gagner ni plus ni moins que Macrae. Donc une belle bande de bras cassés, hein. Là je vous épargne les détails, mais il y a encore une espèce de réunion de conseil de guerre où naturellement tout le monde se regarde de travers, hein. Il y a des Black Templars dans le lot. Bon, si tu veux, leur simple présence, suffit pour avoir un débat non apaisé, hein. Bon, c'est la fin. C'est la fin de cet arc narratif. La suite, vous vous en doutez, ça se passera sur Macragge et ça s'appellera l'avènement du Primarque. Bon, du coup, est-ce que c'était bien la fracture de Bieltan ? À vrai dire, le titre est un peu trompeur parce que la chose aurait dû ou aurait pu s'appeler l'avènement du dieu des morts ou l'avènement d'Ined. Parce que l'ouvrage en lui-même, en fait, la fracture de Bieltan, ce n'est qu'un petit épisode dans toute cette odyssée. Et si je vous parle du bouquin en lui-même, ce bouquin, il est vraiment excellent. C'est très bien écrit. Les récits sont cool. Honnêtement, là-dedans, on assiste à des batailles qu'on ne voit pas ailleurs. Les forces en présence sont trop originales. Les techniques martiales sont... Voilà, on n'est pas dans de la bataille rangée. On est dans de la bataille sur la toile, sur des mondes où flottent des âmes Eldar défuntes. Enfin, en gros, il se passe plein de trucs en permanence. Et c'est lié aussi bien à toute la singularité de la race Eldari qu'au décor. Un vaisseau monde, c'est un décor de fou. La toile, c'est un décor de fou. Bref, c'est un vrai, quelque part, récit d'aventure que je vous ai retranscrit un peu pêle-mêle, hein. Bon, j'ai pris des notes, évidemment, parce que, évidemment, j'ai relu ce bouquin en intégralité, hein. L'occasion était trop belle, en prenant des petites notes. Donc, j'ai fait, je pense, assez court. Ça aurait mérité peut-être une émission 2 fois plus longue. Mais, à l'issue de cette émission, le but, c'est également de vous donner envie de découvrir ce bouquin. Un bouquin qui, pour ma part... et dans mon top 5, je pense, de ma bibliothèque Game Workshop. Hein. C'est vraiment un de mes ouvrages préférés. C'est génial, c'est une des plus grosses, c'est même la plus grosse avancée du lore Eldari depuis sa naissance, hein, clairement, quoi. Et concernant l'ouvrage, c'est très bien écrit, c'est très bien traduit, et on a des photos de figues hallucinantes. Vraiment, les photos sont magnifiques. Et là encore, ça peut vous donner des idées parce que les Inari, dans cet ouvrage, ils adoptent une livrée un peu carmin aux couleurs du Visarque en vérité. Et quand vous voyez par exemple un Visarque rouge carmin accompagné de sa garde personnelle d'un cube tout aussi rouge, waouh, ça a de la gueule. Donc voilà, et puis c'est l'occasion de voir en photo un incarne qui affronte un gardien des secrets, c'est quand même cool. En plus, c'est Gathering Storm, donc tu vois, ça date pas d'hier, il y a même pas mal d'anciennes figurines, c'est toujours sympa de voir ça. Et donc moi, à titre personnel, qu'est-ce que j'aime bien là-dedans ? Ce que j'aime surtout, c'est l'esprit un peu
punk et anarchiste de la chose. C'est clairement un électrochoc dans la civilisation Eldar, une civilisation figée dans ses vieilles traditions, quoi. Donc c'est un énorme doigt d'honneur adressé au Conseil des Pressions, parce que à l'issue de tout ça, le peuple Eldar, maintenant, il se lâche, il enlève le casque, il ne vit plus caché, il arrête les manigances, les divinations, là, tout, voilà, on s'en fout, là, il faut foncer, on va mourir sans crainte, on a confiance en notre propre mort parce qu'on sait que notre âme sera désormais préservée à tout jamais dans les mains de Ined. Ben, je trouve ça très beau, moi, en vérité. C'est très beau, c'est un peuple maudit, hein, les Eldar, et là, ben, en fait, ils sont tout aussi maudits parce que ce qui leur arrive là, je veux dire, quand le dieu des morts s'éveille, c'est pas censé être une bonne nouvelle, quoi. Bah eux, en fait, pour eux, si. Pour eux, si, parce que ça leur permet en fait d'échapper à cette voie super stricte qu'ils se sont imposée il y a 10 000 ans. Moi, je trouve que ça tue. C'est à la fois beau, c'est une espèce de renaissance guerrière, c'est quelque chose qui vient briser des schémas très anciens, j'en avais parlé dans le Faction Focus, mais la société Eldar, elle est très inspirée de notre société médiévale européenne. Bah t'as Yvraine qui débarque dans tout ça, tu vois, elle est canon, elle a une grande robe, elle a des grands cheveux, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle emmerde un peu tout le monde, elle est violente, elle danse bien, elle a pas la langue dans sa poche, et à elle seule, en fait, elle va bousculer le destin de tout un peuple, quoi. Ah, moi j'adore. Je trouve que ça tue. Je trouve véritablement que ça tue. Et un autre facteur très intéressant, évidemment, c'est sa capacité à Yvraine de rallier les foules. Malgré, en fait, que tous ces passages flirtent très souvent avec l'apocalypse. Dans tous les endroits où Yvraine passe, où elle fait parler le dieu des morts, le dieu qui murmure, ça finit en cataclysme intégral, quoi. Et dès sa renaissance, quoi, quelque part. Parce que ça s'appelle la fracture du Bialtan, certes, mais c'est également la fracture de Komorrag, enfin la disjonction. C'est également une énorme scission au sein du Conseil des Pressions d'Ultué. Enfin, il n'y a que sur Ayandon, globalement, où ça se passe bien. Partout ailleurs, Yvraine fout un bordel monstrueux qui se chiffre en véritable génocide, quoi. Mais malgré tout, elle parvient à rallier les différents vaisseaux-mondes, des vaisseaux-mondes qui ne se parlaient plus depuis bien longtemps. Donc il y a ce côté également que j'aime beaucoup, le chaos quelque part qui enfante l'amitié, quoi. Et finalement, parmi tout le casting à Eldari, il n'y a qu'Yvraine qui, à mon sens, soit capable de reformer un véritable empire Eldar, un empire uni, quoi. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est génial de monter une armée Inari, parce que thématiquement, vous pouvez ratisser over large, comme dans le C'est votre projet que je vous avais précédemment présenté. Dans une armée, on peut très bien avoir des gardes fantômes d'Ayandon qui ont renoué avec une certaine agilité. On peut avoir une petite faction du vaisseau monde Altanzar. On peut regrouper des Bieltani, mais aussi des Harlequins, du Masque du Chagrin Nocturne ou autres, des corsaires qui feraient partie de l'ancienne flotte d'Yvraine, des guerriers aspects de toutes sortes qui auraient retiré leur casque parce qu'ils se sont engagés envers le dieu des morts. Waouh! Enfin, voilà, c'est exactement pour ça que j'adore cette histoire. C'est qu'elle s'incarne sur table, mais d'une manière qu'à mon sens, en fait, aucune autre armée impériale ne peut prétendre même effleurer. Parce qu'on en rêve tous quelque part d'une espèce d'armée impériale complètement protéiforme, où il y aurait à la fois de l'Inquisition, de l'Astartes, de la garde, et puis des mercenaires, de la milice, du Mechanicus, voilà, tout ça. Mais ça, en vrai, on a du mal à l'incarner sur table. En termes de règles, on n'a pas ce qu'il faut, ou alors on peut juste se contenter de toutes petites armées thématiques, genre à 750 points, ou des board in action, ou que sais-je. Mais c'est quand même difficile à incarner. L'histoire des Inari, elle nous l'offre sur un plateau, et en plus, en termes de règles, là, c'est l'opulence maximale. La seule règle, c'est fais absolument ce que tu veux. Et le pire, c'est que même quelque chose de très bancal dans la forme, en vérité, vous aurez toujours des règles pour ne jamais être ridicule et pouvoir prétendre incarner quelque chose de quand même assez puissant. Donc, voilà. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'adore ce segment de lore.
Et naturellement, pour incarner ça sur table, là, des idées dans ce bouquin, il y en a plein. Bon, par contre, faire un champ de bataille qui ressemble à la toile, bon courage, mais vous avez des superbes bastons dans cet ouvrage, même les plus petites rixes, en vérité. Elles sont géniales. Moi, j'aimerais un jour reproduire, Yvraine et ses potes face à des coteries et Moncule. C'est géant, quoi. Il y a plein d'idées dans ce bouquin, des idées d'armée, des idées de décor. Le projet Inari en lui-même, c'est un projet pharaonique, c'est un projet multicolore, multiforme, complètement, mais super, extrêmement varié. Pour moi, c'est le projet de rêve. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en avais parlé dans une émission. Bref, écoutez, c'est la fin de ce 2e épisode consacré à Gathering Storm. Il ne me reste plus qu'à m'attaquer à écrire le 3e. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez tout autant que moi Gathering Storm. Moi, je trouve, c'est quand même un énorme morceau de lore qui fait vraiment super plaisir. Et là, concernant le peuple Eldar en particulier, moi, je suis ravi de la tournure que ça a pris. Et là, hot take de frère Maxou. Pour l'avenir, je suis certain que c'est le peuple Eldar qui aura la clé de la fin du monde. Voilà. Parce que depuis, on a vu des choses s'agiter. Le Vashtor, les arches fatidiques, la planète maudite des Dark Angels qui revient à la vie, le paria du Nexus et tout. En fait, si vous réfléchissez à chacun de ces éléments, Ined, il a la solution. Le dieu des morts Eldar a la solution. Et en plus, sa prophétesse, elle est sexy as fuck. Donc, manger de l'Inari, c'est excellent. Manger des âmes défuntes, c'est excellent. Moi, pour ma part, ça fait bien longtemps que je suis amoureux de tout ça. J'espère vous l'avoir retransmis. Je suis désolé, j'ai la voix sèche. C'est la climatisation, ça. En plus, je suis sûr que c'est vrai. Bon, bref, je suis au frais, mais j'ai quand même chaud parce que j'ai trop parlé. Je vous dis à plus tard sur Ruralammer, sur le Discord. Si vous voulez soutenir la ruralité, n'hésitez pas, ça se passe avec vos achats sur My Hobby Place ou via le compte Tepu de Ruralammer. Je suis une énorme Tepu et j'ai le compte qui va avec. N'hésitez pas à donner quelques billes pour financer la ruralité et surtout tous les événements qui vont avec. Et à ce titre, je ronge mon frein. Ça fait des semaines que je ronge mon frein, j'ai des trucs à vous annoncer, mais je peux pas le faire officiellement parce que j'attends des derniers mots, j'attends des derniers... Je ronge mon frein et j'ai très hâte de vous retrouver dans des lieux légendaires. Allez, à plus tard tout le monde. Portez-vous bien, profitez bien de l'été, profitez bien de vos vacances et profitez bien de cette littérature qui nous fait rêver. À tout vite, ciao.